Alors, chers étudiants de l'Alliance, je sais que vous avez beaucoup échangé, beaucoup discuté, phosphoré, créé. Vous avez interagi, vous avez peut-être même transpiré. En tous les cas, un grand bravo à vous pour ces 2 journées pleines de créativité. Donc, je vous invite et je me joins à vous pour vous applaudir très chaleureusement. Je vous invite également à applaudir tout aussi chaleureusement l'ensemble des équipes et des coordinateurs d'ateliers qui ont rendu possible ces 2 journées de l'Alliance. Alors l'objectif de cette petite heure que nous allons passer ensemble, c'est de pouvoir assister à la retranscription des différents ateliers que vous avez menés. Avant de lancer ces différentes présentations, je vous invite à un petit retour en images sur ces 48 heures passées à phosphorer. Alors effectivement, à la vision de ces différentes photos, on voit qu'il y avait beaucoup de concentration, quelques interrogations parfois, mais aussi beaucoup de sourires. Donc on imagine à quel point vous avez pris plaisir effectivement à pouvoir vous rencontrer et à échanger les uns avec les autres tout au long de ces 48 heures. Alors pour lancer les restitutions, j'invite sans transition à me rejoindre les participants à l'atelier numéro 1 sur la cybersécurité, risques et protection
sous vos applaudissements, bien évidemment, et avec Bertrand Venard en coordinateur. Bonsoir à tous, merci pour vos applaudissements. Je n'ai pas fait grand-chose jusqu'à présent. C'est les étudiants qui ont travaillé pendant 2 jours, mais vraiment travaillé. Hein. Je pense qu'ils venaient en ayant un niveau d'attente un peu ambigu, sans trop savoir ce qui allait arriver, sauf le titre cybersécurité. J'ai commencé à leur envoyer des fichiers PDF et certains ont décidé de ne pas venir. Donc je me suis dit, tiens, je parle de travail, peut-être que ça terrorise les étudiants. Pourtant, au travail, ça devrait évoquer quelque chose de positif chez nos étudiants, que ce soit d'anciens de Centrale et de l'école d'architecture. Alors, le grand problème que l'on a eu, c'est le faible nombre de participants d'une certaine manière par rapport aux 40 inscrits. Hein. C'est vrai pour l'atelier, c'est vrai pour les autres, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que lors de cet atelier, les 6 équipes qui se sont un peu affrontées pour évoquer des idées de prévention de la cybersécurité ont apporté à la fois de la créativité, de l'exhaustivité, de la logique, de la bonne humeur, même si ça se faisait dans l'intention. On a eu plein de moments forts, c'était assez complexe comme déroulé, hein. Ils ont pu peut-être être un peu perdus. On a eu la conférence d'un hacker, on a eu la conférence d'un professeur de Saint-Cyr, d'un professeur d'Oxford, émérite évidemment, et puis on a eu cet après-midi le passage devant un jury où il y avait un prof, un hacker et puis un chef d'entreprise. Et tous les groupes ont vraiment fait des présentations de très grande qualité, sachant qu'on avait mis en place, identifié 6 cibles, les étudiants, les jeunes de moins de 18 ans, les employés, les cadres de la fonction publique, les dirigeants d'entreprise et en dernier, last but not least, comme on dit, les seniors. Et donc on a décidé de prendre l'exemple des seniors. C'est quelques transparents de la présentation qui a été faite cet après-midi et que l'on a jugé emblématique du travail qui avait été fait. Mon deuxième regret, mis à part la participation, mis à part avant que Grégoire n'intervienne, c'est qu'on n'ait pas eu d'étudiants de l'école d'architecture, parce que cette notion d'espace, de créativité, nous aurait apporté beaucoup, et c'est vraiment dommage. L'introduction sur ces journées de l'Alliance était l'hybridation. L'hybridation sur 2 pieds, c'est quand même dommage. Je tiens fortement à remercier les étudiants de l'école centrale. Vous pouvez vous applaudir parce qu'ils ont toujours... Bravo, bravo, vraiment du fond du cœur. Ils étaient là à l'heure, ils ont respecté les instructions, ils étaient là jusqu'au bout, ils ont fait le job et vraiment, ils ont su apporter beaucoup. Bravo. Mais aussi, je tiens à remercier les étudiants de Dancia, ceux qui ont été présents, qui ont amené leur savoir-faire, leur connaissance de l'institution, leur créativité, etc. Et donc, on a eu un melting pot vraiment de grande richesse. Je vais laisser la parole à Grégoire. Et encore une fois, il a été très méritant parce qu'il a porté vraiment sur ses épaules le projet qui est en direction de la promotion des seniors. Mais en même temps, il reflète finalement, avec son projet, la qualité des 6 projets que l'on a eus. Parfait. Le micro marche. Du coup, je vais juste pas me servir du pupitre parce que j'aime bien pouvoir déambuler. Donc, comme ça, en plus, je vais pouvoir lancer ma présentation. Attention, voilà. Voilà, donc on m'a demandé d'être bref, donc je vais tâcher de l'être autant que possible. Donc voilà, moi, le sujet auquel je me suis attaché, c'est la prévention des risques liés au cyberespace concernant les seniors. Donc voici, pardon. Oh, merci. Ça, c'est... Attends, comment c'est pour passer ? D'accord, merci, nickel. Du coup, voilà, alors, nous avons identifié les seniors comme étant les personnes de plus de 69 ans, retraités, qui sont actuellement 9 488 000 en France en 2019. Pourquoi plus de 69 ans ? Parce qu'à cause du recul de l'âge de la retraite ainsi que de l'extension de l'espérance de vie, on s'aperçoit que la notion de senior recule de plus en plus. Pourquoi retraité également ? Pourquoi cette cible-là ? Tout simplement car nous nous sommes aperçus que le fait d'être coupé du dynamisme du monde du travail aboutissait à une forme d'isolement qui faisait que ces personnes-là n'étaient pas à jour sur les questions de cybersécurité. Et donc voilà, nous avons défini 3 axes afin d'aboutir à la sécurisation de leurs pratiques, c'est-à-dire prévention, application, répétition. Et donc,
La situation actuellement, c'est que les seniors sont la cible la plus touchée et la plus vulnérable vis-à-vis de la cybercriminalité. C'est-à-dire que, vous le voyez aujourd'hui, de plus en plus de seniors utilisent Internet de façon au moins hebdomadaire, principalement pour garder contact avec leurs proches ou pour se tenir informés. Donc voilà, il est important d'œuvrer à ce que les seniors soient capables d'identifier les menaces. Et donc, c'est pour cela que, dans une réflexion toute personnelle, j'ai envisagé le cyberespace un petit peu comme un donjon dans un univers de fantasy ou de jeu de rôle. C'est-à-dire qu'on peut y trouver une multitude de trésors, mais à condition de savoir détecter les pièges et de ne pas tomber dedans. Et donc c'est pour ça, en fait, que tout le but de cette opération auprès des seniors serait de leur apprendre à détecter ces pièges en leur faisant mettre, je dirais, les mains dans le cambouis. C'est pour ça que je me suis adapté d'une célèbre série sur Netflix. Bon, alors désolé, le montage est un petit peu dégueulasse. Mais donc voilà, Blundersnatch. Hein. Bon, blunder qui veut dire une bourde en anglais pour ceux qui n'ont pas leur TOEIC. Et donc, j'avais eu l'idée, comme ceci, de faire un film interactif qui pourrait être mis en ligne via cette plateforme ou tout simplement via le service public, ce qui donnerait des situations comme ceci. Voilà. Une mamie commence sa journée, elle arrive sur son ordinateur. Son petit-fils lui a dit qu'il était temps de changer son mot de passe. Et là, le choix. Quel mot de passe choisit-elle ? Donc, vous avez un mot de passe relativement complexe où le nom suivi de la date de naissance. La bonne réponse étant évidemment celle de gauche. Tout le but étant de mettre les personnes âgées face à ces situations pour qu'ils soient en mesure de les reconnaître. Donc je vous concède que c'est une solution relativement simple, mais en même temps le problème n'est pas très complexe. Il s'agit juste de réduire la fracture numérique. Donc voilà, j'avais identifié quelques scénarios comme ça. De cette même façon, les mails d'arnaque classiques dans lesquels personne ne tomberait de notre âge, mais qui touchent très fortement les personnes âgées. Et avec des questions pièges. Je sais pas, est-ce que je mets mon antivirus à jour ou pas ? Ce qui peut nous paraître à tous ici évident, mais qui ne l'est absolument pas pour les personnes du troisième âge. Et dans un souci de transversalité, nous avions également eu l'idée d'ajouter un autre média qui serait tout simplement celui des jeux télévisés et jeux radio qui sont très plébiscités par les personnes âgées. Ce qui permettrait d'ancrer un petit peu plus le message, même si nous favoriserions surtout le côté interactif et ludique du film interactif. Ce qui nous amène enfin à l'échéancier que nous avions défini comme suit, c'est-à-dire écriture et réalisation du film, énonciation des questions, puis phase de test sur 3 échantillons. Un échantillon qui serait soumis au film, un second soumis simplement aux jeux télévisés radio, un troisième soumis aux 2 stimuli, et enfin une phase de comparaison des résultats avec des tests sur 4 échantillons qui permettraient tout simplement de voir si, après cette première phase d'expérimentation, les personnes âgées sont plus réceptives ou non aux questions de cybersécurité et ont-elles adopté les bonnes pratiques, savent-elles se protéger ? Voilà, je vous remercie, j'ai essayé de faire aussi court que possible. Bravo et félicitations à tout ton groupe. Sans transition aucune, on va demander à l'équipe de l'atelier 2 Bookhoof, Creation of a Children's Book, de nous rejoindre. Merci. Ok. Bonjour à tous, merci d'être là. Je vais vous présenter un peu ce qu'on a fait dans mon atelier, c'est-à-dire l'atelier Bookhoof, création de livres pour enfants. Donc le but de cet atelier, c'était, comme son nom l'indique, de créer des livres pour enfants afin de les mettre à disposition en ligne gratuitement pour que
voilà, pour que des gens puissent les visualiser gratuitement et voir à terme de trouver un sponsor qui puisse les publier pour pouvoir les distribuer à des enfants qui n'auraient pas forcément, des familles qui n'auraient pas forcément les moyens de s'offrir des livres pour enfants. Donc nous étions dispatchés en 4 groupes, c'est-à-dire donc 4 livres. Le premier, c'était le premier traité de l'histoire du mythe un peu de Churchill qui aurait été sauvé 2 fois par la famille Fleming. Donc la première fois par le père d'Alexander Fleming et la deuxième fois par Alexander lui-même parce qu'Alexander Fleming a découvert la pénicilline, ce qui a permis de le soigner d'une pneumonie. Donc voilà quelques illustrations de cette histoire. Ah oui, et pourquoi est-ce que cette histoire a été faite? Parce que l'atelier s'est divisé. Les groupes qui faisaient des livres avaient 3 thèmes possibles. Donc soit le retour en arrière, une explication d'une histoire dans le passé ou juste comment était le passé, soit une vision du futur, soit le thème du voyage. Donc chacun des livres s'orientait dans un de ces thèmes-là. Le deuxième livre donc, raconte l'histoire d'une jeune fille qui doit présenter ses rêves à la classe, ce qu'elle veut faire plus tard. Et donc, elle dit des idées, elle dit qu'elle veut, par exemple, être astronaute. Et donc le groupe qui s'occupait de ce livre a bien sûr fait les dessins. Et maintenant, les dessins seront bientôt disponibles en ligne. Voilà encore une illustration qui a été faite par ce groupe. Le livre suivant, lui, traite du Brésil. Donc c'est un voyage au cœur du Brésil et de quelques spécialités selon les différentes régions. Donc il parle du Brésil, de la faune, de la flore, des spécialités culinaires. Tout ça, encore une fois, fait par les étudiants d'Audencia, de Centrale et de l'ENSA. Et enfin, le dernier livre, donc le livre qui a été fait donc, par mon groupe, raconte l'histoire de Joy, une petite fille qui rêve d'aller dans l'espace. Donc, elle trouve de quoi faire une fusée dans le garage de ses parents et elle rentre dedans. Et dès qu'elle rentre dedans, elle s'imagine des aventures incroyables et des planètes tout aussi incroyables. Et donc, par exemple, voilà, elle traverse elle voyage dans une planète océan. Et donc ça, c'est la couverture de notre livre. Que dire de plus? C'est très enrichissant. On a pu partager avec des élèves d'autres écoles, d'avoir différents points de vue sur la création du livre. Moi, je suis quand même très fier d'avoir pu participer à ce projet et j'espère que un enfant quelque part pourra lire ce livre-là. Voilà. Merci beaucoup pour cette restitution et surtout un très grand bravo pour les illustrations. Maintenant, c'est au tour du groupe qui a travaillé sur le vaste sujet qui est « La croissance fait-elle grandir ?» Va falloir attendre quelques secondes l'installation du PC. Nickel. Bonjour à tous, bonjour à toutes. La croissance fait-elle grandir? À première vue, chaud. Mais bon,
C'est la question sur laquelle on a dû plancher pendant 2 jours, durant ces 2 belles journées d'hybridation des compétences. Pour cela, nous avons utilisé la méthode Lego Serious Play, qui consiste à mettre sa créativité au service de la résolution de problèmes collectifs. Cette technique permet de dépasser le frein que consiste le langage et de permettre à chacun de s'exprimer à sa façon à travers sa créativité. Mais passons directement au vif du sujet. Nous avons commencé par des recherches sur la croissance en elle-même, pour comprendre quelles sont ses limites actuelles, et notamment en termes sociétal et environnemental. Cette obsolescence dans la version actuelle de la croissance s'est notamment révélée lorsque nous avons dû répondre par des Legos à la question « Que sera une société épanouie en 2050 ?» En effet, à aucun moment, nos modèles n'ont fait référence à la croissance pour exprimer l'épanouissement de la société. Donc pour construire cette société épanouie, on l'a fait progressivement, on n'a pas d'un coup fait la société, mais on a fait étape par étape. Donc la première étape, ça a été que chacun, de notre côté, individuellement, on construise notre société. Donc je ne sais pas, en une demi-heure, donc avec des Legos. Et ensuite, chacun dans notre société, on conservait seulement l'élément qu'on jugeait le plus important. Donc, et on les mettait tous sur cette plaque bleue. Donc on retrouve par exemple l'école, l'éducation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'avait pas tous, on mettait pas tous la même chose au cœur de notre société. Et on retrouve notamment l'hybridation des compétences. Donc c'est un peu ce qu'on a fait pendant 2 jours. Et on a jugé que c'était quelque chose d'important pour avancer, puisque multiplier les compétences, ça permet d'aller plus loin ensemble et de construire une société déjà une société mixte et une société, la société idéale dans 50 ans. La deuxième étape, ça a été d'établir les acteurs, les parties prenantes qui intervenaient dans cette société-là. Donc, pour comprendre ces parties prenantes, on a tout d'abord constaté qu'il fallait un équilibre très complexe entre les parties prenantes et la société. Donc on a représenté par la balance, par une balance, donc qu'on voit sur le côté. Et voilà. Et ensuite, donc on a plein d'autres acteurs. Donc on a les politiques, les lanceurs d'alerte, et également les patrons de grands groupes. Donc ça symbolise un patron de grand groupe qui regarde en fait droit devant lui et qui tourne complètement le dos aux autres problématiques, donc des problématiques sociétales, environnementales, représentées avec l'éolienne par exemple. Et la dernière étape pour constituer notre société, ça a été de faire les liaisons entre les différents acteurs au sein de la société. Donc on a représenté par les arcs de cercle noirs et rouges. Et en faisant toutes ces liaisons, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas seulement des liaisons entre l'argent et l'économie et la société, alors que la croissance, elle se base uniquement sur le PIB. Donc on sait qu'il y a un problème et qu'il fallait d'autres indicateurs pour parler de croissance. Donc en fonction des liens qu'on a établis, on a trouvé de nouveaux indicateurs. Donc on a pensé notamment en lien avec l'éducation, au coût des études dans les pays, au niveau d'alphabétisation. D'un point de vue plus environnemental, on peut parler d'empreinte carbone, de niveau de pollution, pardon, et aussi d'accès aux soins. Et enfin, un dernier facteur qu'on trouvait très intéressant, c'était celui du salaire du bonheur. Donc en fait, il y a une étude qui a été faite qui montre qu'il y a un salaire seuil au-delà duquel avoir plus d'argent ne rend pas plus heureux. Donc l'étude en question fait tourner ce salaire autour de 5 000 €. Et donc c'est là qu'on s'est dit que dans notre société épanouie en 2050, on mettait plus l'argent au cœur de notre système, mais bien d'autres problématiques, qu'elles soient environnementales, sociales, et qui permettaient finalement le bonheur de la population. C'est pas fini. Alors du coup, que retenir de ces 2 belles journées ? Tout d'abord, par rapport à la méthode, on a constaté que celle-ci nous avait réellement permis à chacun de pouvoir s'exprimer à sa façon, et également de pouvoir avancer dans l'étude par des petites étapes simples, de réussir à étudier un phénomène très complexe qui a été étudié pendant des dizaines et des dizaines d'années, à savoir la croissance. Et ça nous a permis d'aboutir plus ou moins à une conclusion qui est que résumer notre société à un seul indicateur, qui est le PIB, est aujourd'hui insuffisant,
En effet, il existe de multiples acteurs qui interviennent dans la société et qui nécessitent l'emploi de différents indicateurs pour permettre de comprendre un phénomène aussi global. Merci. Bravo et félicitations à tout le groupe. On va passer maintenant à l'atelier numéro 13 qui va parler de 1 + 1 = 3, le pouvoir de l'intelligence collective. Les micros sont allumés et fonctionnent. Pour parler, vous le collez contre le menton. D'accord. Ça marche très bien. Genre comme ça? Ouais. Tiens, je te laisse pour après. Voilà. Alors vous voyez bien que seulement avec le son de ma voix, j'arrive pas à obtenir l'attention de tout le groupe. Et avec ce signe commun qui a été convenu à l'avance avec tout le groupe, j'arrive justement à avoir leur attention. Et donc c'est un des exemples de l'intelligence collective qu'on a vu durant ces 2 jours. Et donc l'intelligence collective, c'est en fait le fait de pouvoir penser que le groupe est plus fort que la somme des apports individuels qui le comportent. Et donc, c'est exactement ce qu'on a vu durant ces 2 jours. Vous voyez qu'on est extrêmement nombreux sur scène. Ça montre l'intérêt et le consensus qu'il y a eu autour de cet atelier de l'Alliance. On a vraiment tous littéralement adoré. Et on est très content de vous présenter ce qu'on a fait pendant ces 2 jours. Donc, je trouve qu'on est vraiment, vraiment nombreux. Donc, on est... Attends, il y en a 1, il y en a 2, il y en a 3. Je vais vous laisser compter, les gars, parce que là, on est vraiment beaucoup trop. On est 23. On est 23. Vous pouvez les applaudir. Bon, maintenant, pour vous faire découvrir au mieux ce qu'on a vécu pendant ces 2 jours, on va vous faire participer à un atelier d'intelligence collective. Donc, s'il vous plaît, levez-vous, tous, y compris vous. Ok. Vous vous mettez en binôme, s'il vous plaît. Vous trouvez quelqu'un, vous vous mettez en face de lui. Comme ceci. Les paumes contre les paumes. Et surtout les pieds bien alignés avec les hanches. Ok ? Plus de bruit, s'il vous plaît. Merci. On va commencer. Je vous explique vous avez compris c'est très bien, merci. Vous avez compris le but, je vous l'explique. Pour gagner, il faut faire bouger ou avancer, reculer le pied de votre partenaire. Ok ? En 10 secondes. Allez-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, stop! Ok, j'ai une question maintenant. Qui a gagné? Derrière? Ok, merci. Maintenant, je vais vous présenter un truc. C'est une alternative à ce jeu, une autre façon qu'on aurait pu faire. Ok? Allez-y. 1, 2, 3, 4. Ok. Qui a gagné? Oui, je t'écoute, au fond. Les 2. D'autres réponses? Aucun? Pourquoi aucun? Argumente. Ils ont tous les 2 avancé, donc ils ont tous les 2 perdu. Ok. Non, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai choisi de lui faire confiance, d'avancer vers lui. Et je lui ai dit à l'oreille, j'ai levé mon pied. Est-ce que tu peux lever le tien, s'il te plaît? Et ça m'éviterait de perdre. Parce que, en fait, qu'est-ce qu'on vous a dit au début? On vous a dit, pour gagner, il faut faire bouger le pied de l'autre. Et donc, qu'est-ce que ça nous apprend, ce jeu? C'est que
parfois, on va naturellement voir les choses en termes de compétition. Alors qu'il faudrait voir en termes de collaboration. Donc maintenant, on va vous proposer un petit aperçu des activités qu'on a pu faire tout au long de cette journée. Vous allez voir, c'est très varié et ça fait appel à de multiples aspects de l'intelligence collective. Donc vous le voyez sur cette dernière séquence, c'est une activité phare de notre après-midi, c'est le défi collaboratif Lego. Donc ça consiste à avoir par petits groupes des modules à construire qu'on va mettre en relation avec d'autres modules afin de produire la réaction en chaîne que vous avez vue ici. Donc ce défi-là, ça fait appel à de nombreuses compétences, et donc des compétences d'interopérabilité, de réactivité et d'adaptation. Parce que les consignes ne sont pas toujours claires, il faut les adapter et aussi réagir et communiquer avec les autres groupes. Après chaque atelier, on avait un débrief tous ensemble qui à chaque fois était différent pour qu'on puisse analyser et essayer de comprendre ce qu'on avait nous compris et les schémas mentaux qu'on avait modifiés sans vraiment s'en rendre compte au cours de chaque atelier. Donc là, on va en refaire un. Du coup, on va demander à Samuel et Damien de venir avec nous sur scène parce qu'on le faisait toujours ensemble. Donc on va le faire encore une fois ensemble. Et le but là, ça va être pour chacun, de façon aléatoire, de dire un mot qui résume un peu les 2 jours qu'on a vécu. Espoir. Coopération. Groupe. Collaboration. Prometteur. Cohésion. Confiance. Écoute. Énergie. Dynamisme. Enthousiasme. Ouverture. Satisfaction. Émotion. Partage. Jeu. Écoute. Stylé. Prometteur. Stimulant. Sensationnel. Exagéré. Voilà, un exemple un peu de débrief et de ce qu'on vivait pendant les 2 jours. On veut vraiment remercier nos deux intervenants parce que c'était vraiment incroyable. C'est eux, ils nous ont bluffé. Quand la personne, ça doit être Antoine, à 16h03, il prend le PC, mon Mac. Je lui demande, tu connais iMovie ou pas? Il fait non. Et juste un quart d'heure après, il avait réussi à faire le petit film que vous avez vu en allant piocher dans des images qu'il n'avait même pas tournées, il ne savait pas où c'était. Je pense qu'on est bien au niveau de l'énergie et je vous dis juste bravo. Vous nous avez fait... Et vous nous avez apporté autant qu'on a essayé de vous donner. Voilà. Merci. Merci.
Merci beaucoup pour cette présentation pour le moins disruptive. On vient de parler d'intelligence collective. Maintenant, on va parler de transport en commun parce qu'on va accueillir le groupe qui a travaillé sur le tramway sensoriel. Vous avez besoin d'un deuxième micro ou pas? Un deuxième micro ou pas? Non, c'est bon. Très bien, vous en avez. Bonjour. Alors pendant 2 jours, nous avons expérimenté le transport en commun qui est le tramway. Et on a volontairement mis tous nos sens aux aguets. Alors afin de vous faire ressentir, vous partager cette expérience, je vais vous proposer pendant un temps de fermer les yeux et d'être à l'écoute de ce qu'on va vous proposer. Imaginez-vous dans un tramway. Vous rentrez, les portes s'ouvrent, vous cherchez une place, les portes se referment. Vous sentez déjà les vibrations du moteur. Vous observez le paysage, les personnes autour de vous. Vous pensez à votre destination. Il fait un peu chaud. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui. Vous vous sentez peut-être mal à l'aise parce que quelqu'un vous regarde. C'est votre arrêt. Vous allez descendre. Merci beaucoup. Alors, après cette expérience, on sait déjà que suivant votre état d'esprit, vos souvenirs, vous n'avez pas vécu le même trajet, vous n'avez pas ressenti les mêmes choses. Et c'est justement ces émotions, ces souvenirs qu'on a essayé de rechercher nous-mêmes pendant ces minutes avec les yeux fermés, dans un tram. Et effectivement, que vous preniez un tram bondé le matin, un lendemain daubé, avec vos amis un après-midi, votre trajet ne sera pas le même. Ce sont justement ces émotions et ces réactions des usagers du tram qu'on a essayé de décrypter durant ces 2 jours. Donc nos observations nous ont mené à différentes propositions de sublimation de l'objet tramway. Nous avons observé que des événements banals, comme les pleurs d'un bébé, pouvaient générer des interactions entre des personnes qui ne se connaissent pas. Nous proposons donc d'encourager ces rencontres avec des événements perturbateurs, comme des annonces sonores, ludiques, toujours renouvelées, qui pourraient donner l'occasion aux usagers d'échanger entre eux quelques instants, juste le temps d'un trajet. Nous avons également observé des ambiances particulières au sein du tramway, notamment la zone de l'articulation. En effet, cette zone est dépourvue d'ouverture vers l'extérieur et le mouvement du tramway et le ressenti du mouvement y est vraiment différent. Et ceci engendre une proposition à la découverte, à l'expérience, mais aussi au jeu. Nous proposons donc d'aménager un coin ludique avec des parois gonflables qui permettraient de se détendre, mais aussi de ressentir les mouvements du tramway. Au contraire, certaines personnes, au regard perdu dans l'horizon, semblent désireuses de s'échapper du tramway. Et pourquoi pas ? Un wagon ouvert sur l'extérieur permettrait de mieux apprécier l'environnement qu'on traverse. Enfin, cette aventure banale qu'est le tramway, c'est comme une parenthèse finalement dans notre quotidien.
notre esprit divague et dérive vers un ailleurs. Et pourquoi ne pas accentuer cette rupture avec le quotidien et entrer dans un autre univers ? La montagne, la plage, les tropiques pourraient s'inviter et se matérialiser à l'intérieur des wagons. Le tramway, plus qu'un moyen de transport, pourrait être une aventure sensorielle. Merci beaucoup. Bravo à tous. Bravo à tous et merci pour ce beau voyage. On va maintenant passer au groupe, à l'atelier 21, Let's Design Your Product. Sinon, je te le passe. Ça marche déjà? Ça va. Bonjour. Alors nous, on est l'équipe de NeedHelp. Dans notre workshop sur ces 2 jours, on a, après un petit cours d'HTML et de CSS, on a dû développer notre propre site web pour mettre en avant un produit. Donc avec des petites conférences sur l'interface utilisateur, etc., on l'a amélioré, optimisé dans la mesure du possible, évidemment, en 2 jours. Au moment de choisir quel produit mettre en valeur, on s'est posé des questions. Quel produit innovant trouver? Quel produit n'aurait pas été fait? Quel service n'aurait pas été fait? Et on a cherché longtemps. Et on s'est dit que ce serait pas mal quand même qu'il y ait un endroit regroupant voilà, des idées, des besoins que les gens auraient exprimés, des gens qui n'auraient pas eu l'envie, la motivation de les réaliser eux-mêmes. Donc nous est venue l'idée de NeedHelp, une plateforme qui connecterait ces gens-là. On a une petite vidéo pour vous expliquer une possibilité du service. Alors c'est une des possibilités qu'on peut proposer. En fait, il va y avoir 3 types de personnes qui vont se rendre sur notre site. Des gens qui ont des idées, mais pas l'argent, pas la motivation, pas les compétences peut-être pour les réaliser. Donc ils peuvent venir les soumettre comme vous le verrez plus tard. Ceux qui ont des problèmes, qui ont rencontré des soucis et qui donc expriment un besoin et qui, encore une fois, n'ont pas les compétences ou les possibilités de le réaliser, ils peuvent venir et l'exprimer ici. Et enfin, la 3e catégorie, c'est ceux qui ont cette motivation, les compétences, le budget, tout ça, mais pas l'idée pour démarrer, pour se lancer. Et donc, ils peuvent venir ici et piocher un peu, regarder quelque chose qui pourrait les intéresser. On va peut-être vous faire un exemple avec Pablo qui a envie de proposer une idée. Oui, par exemple, bon, et on va faire un petit exemple avec comment remplir le formulaire pour si par exemple on a une idée ou on a un problème, ou on est une personne motivée avec de l'argent, ou un développeur ou un programmeur. Donc par exemple, moi je m'appelle Pablo, donc je remplis les données, je m'appelle Pablo. J'ai une idée sur le domaine de la technologie. Je veux en fait créer une app qui, par exemple, localise les contrôleurs et dans les arrêts de tram, par exemple. Donc, je remplis les keywords et c'est par exemple contrôleur. Le deuxième mot-clé, c'est par exemple tramway. Et le troisième, Nantes. Donc la description, c'est localiser les contrôleurs dans les arrêts de tram. Et ça, c'est une estimation, par exemple, de combien de budget que j'ai pour mettre en place mon application ou
le budget que j'ai disponible, l'argent que j'ai disponible ou ce que j'ai besoin. Donc la dernière étape, c'est écrire mon mail pour me mettre en contact avec les gens qui puissent m'aider à faire cette application. Et en fait, après avoir rempli ce formulaire, je reçois un mail qui me dira par exemple, cher Pablo, et on a bien reçu ton mail, ton formulaire, et tu es rentré dans la base de données, merci d'avoir pris contact avec nous. On va te mettre en contact aussi avec des gens, des développeurs pour que ton application soit faite. Et ouais, merci de ouais, et en fait, ceux qui arrivent et proposent leur idée ou nous soumettent un problème vont voir, comme dans le mail que tu as reçu, leur idée insérée dans une base de données, un Google Sheet, qui sera donc accessible à ceux qui veulent les réaliser. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous-même vous avez des idées, des besoins ou l'envie de réaliser, mais la page blanche, vous trouvez rien à faire, et n'hésitez pas à vous servir de ce site, Nidelp, et on sera ravis de vous aider. Merci à vous. Merci beaucoup pour votre restitution. Le groupe suivant a également eu besoin de faire preuve de créativité puisqu'il a travaillé sur le sujet « Construis ton escape game ». Alors, comme je l'avais déjà dit l'autre fois, ce n'était pas exactement le sujet. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé des méthodes de créativité qu'on a découvert. Vous pouvez venir, l'équipe, vous installer, j'explique juste rapidement. Qu'on a découvert à travers à la fois des temps de mise en pratique sur 3 sujets qui étaient changer mes modes de consommation, aider le problème du réchauffement climatique, et le dernier, c'était utiliser la réalité augmentée dans mes études et l'intelligence artificielle. Comme vous allez le voir, on va faire une seule présentation pour les 3 projets à travers un seul et même personnage, et vous allez voir ce qu'a permis de produire ces 2 jours d'atelier sur la créativité. Alors aujourd'hui, on va effectivement pas parler d'escape game, je vais plutôt vous présenter l'histoire de John Jack. Donc John Jack est étudiant. John Jack est étudiant et n'a donc plus rien à manger dans son frigo. Il se décide enfin à faire sa liste de courses. Mais quoi acheter ? Pour une fois, il aimerait faire les choses bien et s'intéresse davantage à sa santé et à son environnement. Il prévoit sa liste de courses. Pour prévoir sa liste de courses, il s'inscrit sur l'application Samouraï. Il choisit de manger des pâtes carbonara et décide de privilégier le prix, car c'est la fin de mois pour lui et il n'a plus d'argent. L'appli établit sa liste de courses en fonction des plats choisis et le conduit au magasin qui regroupe ses préférences. Retrouvons John Jack dans son magasin, motivé à suivre cette liste de courses. En passant devant le rayon des soupes, il remarque un produit qui lui est familier avec une étiquette de couleur. L'étiquette de la soupe à la tomate de John Jack lui indique son impact écologique grâce à un code couleur. Pour avoir plus de détails, comme John Jack est vraiment très curieux et n'est pas né de la dernière pluie, il scanne le QR code à côté de l'étiquette. Il obtient ainsi les informations sur le transport, les emballages, la transformation et la provenance. Il est très content d'avoir des détails sur le transport. En rentrant chez lui en faisant des roulades, il rencontre son ami boulanger qui se pose beaucoup de questions quant à sa formation professionnelle. Il lui parle alors de son manque de motivation et de sa possible reconversion. Son ami lui conseille alors d'utiliser le logiciel Les 3D. John Jack ouvre alors le logiciel Les 3D. Il crée son profil et commence le test. Les questions s'enchaînent, il y répond sans hésiter. Quand, soudain, verdict, l'intelligence artificielle lui propose des formations qui correspondent à ses diplômes, ses passions, ses rêves. En un mot, son destin. John Jack est fait pour être opérateur exploitation nucléaire.
grâce à la réalité virtuelle, il peut suivre un technicien dans une journée type. Mais tout le monde peut changer d'avis. S'il souhaite affiner ses choix par la suite, son profil est sauvegardé et le test sera de plus en plus précis. John Jack sourit. Il mange bien, respecte son budget, s'épanouit et consomme de manière responsable. Il est heureux. Bravo et félicitations à tous les groupes qui sont passés aujourd'hui. On va maintenant laisser la parole aux organisatrices de ces deux journées. Et je pense qu'on peut les applaudir. Bonsoir, merci à tous de votre participation à ces 2 journées. Nous vous invitons à rejoindre les étudiants qui ont également participé aux Journées de l'Alliance à l'école centrale pour un verre de l'amitié. Donc c'est dans le hall du bâtiment A. Voilà. Au revoir.